Il fait circuler les idées pour trouver des solutions. Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santarossa. Tu sais, la bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre, Moranville, Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper. J'adore quand on jase de sujets d'éducation avec David Santarossa parce que, s'il y en a bien un qui connaît ça, c'est lui. Hein? Et là, on parle de remettre les classiques à l'école, des profs qui s'expriment sur ce sujet-là. J'ai hâte de t'entendre, David, parce que surtout, tu sais, c'est quoi les classiques qu'on veut enseigner? Ah, ça, c'est une bonne question. À chaque fois qu'on parle de on ça... n'entend pas David en ce moment. Peut-être que le son ne fonctionne pas. Moi, je l'entends très mal. Ah, le voilà. Vas-y, David. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? Oui, je t'entends bien. C'est ma faute. Oui. C'est moi qui avais mal pesé sur mes boutons aujourd'hui. Vas-y. Mais tu poses une très bonne question. La question d'emblée, hein, qu'est-ce qu'un classique? Il y a certains auteurs qui se sont penchés sur cette question-là. Je pense notamment à Alain Finkielkraut. Et les classiques, c'est les livres qui ont déjà une réputation avant de les lire. C'est-à-dire qu'on a déjà une forme d'attente envers ceux-ci parce que justement, il y a une aura, il y a une réputation. Et c'est intéressant, ça, cette idée-là, parce que justement, l'école, c'est de transmettre une forme de patrimoine de civilisation. Hein, c'est-à-dire que c'est des références, il y a des noms. Mes élèves, même s'ils ont pas lu Victor Hugo, ça leur dit quelque chose. Ils ont déjà entendu ça. Hein? Puis là, on parle de littérature, mais on pourrait parler aussi de peinture ou d'autres arts. Donc, c'est ça. Donc, c'est des auteurs qui ont, c'est ça, une espèce d'aura, une réputation, et vers qui on peut se tourner parce qu'ils font partie du patrimoine de civilisation. Alors, à ce moment-là, on voudrait enseigner plus de ces livres-là à l'école parce qu'en ce moment, c'est quoi la situation? C'est on peut faire lire n'importe quel livre à n'importe quel élève, mettons qu'on est prof de français? Honnêtement, les profs ont énormément de liberté. Hein? Donc, il y a un programme à chaque année du secondaire, du primaire, je connais un peu moins, mais du secondaire, à chaque année du secondaire, il y a un thème, par exemple, en secondaire 3, on doit aborder le conte, par exemple. Ouais. Mais la réalité, c'est que les directions d'école surveillent plus ou moins si les enseignants respectent les thèmes parce qu'ils ont d'autres priorités que de regarder ça. Malheureusement, on le sait, les directions d'école sont débordées avec les élèves en difficulté notamment. Donc, des fois, ils regardent un peu moins ça. Donc, les enseignants respectent pas toujours les programmes, vont plutôt dire, moi, j'aime ce livre-là, je l'aime vraiment beaucoup, puis j'aimerais ça le faire lire à mes élèves, donc je vais le mettre au programme. Et ça, c'est une situation qui arrive régulièrement. Donc, les programmes ne sont pas toujours respectés. Donc, la proposition des enseignants, là, que le Journal de Montréal en parlait hier en une, c'est justement d'avoir davantage un tronc commun, davantage d'œuvres prescrites. Mon opinion à moi, c'est qu'on devrait avoir au minimum une œuvre prescrite. Tous les élèves du secondaire, en secondaire 1, devraient lire telle œuvre, en secondaire 2, telle œuvre. Au moins une, j'ai l'impression qu'on coupe la poire un peu en deux, là, parce qu'actuellement, c'est 5 œuvres, puis c'est 100% au choix de l'enseignant. Là. Ouais, mais à ce moment-là, moi, je suis d'accord qu'il y en a des classiques qui sont à faire découvrir. Il y en a surtout que les jeunes auxquels ils vont pas s'intéresser naturellement si on ne l'amène pas par l'école. En même temps, tu vois, moi, on dirait que j'ai rien contre le fait qu'un professeur, qu'un enseignant ou une enseignante décide de mettre de l'avant un livre, un ouvrage qui, eux, vient les chercher particulièrement. Moi, j'ai l'impression que si tu es un prof, en tout cas, moi, si j'étais enseignant demain matin, je serais beaucoup plus passionné, beaucoup plus de l'avant avec ma méthode d'enseignement si le roman que je voulais inculquer ou faire lire à mes élèves, c'est quelque chose, moi, qui me passionne, qui vient me chercher. Je sais pas si tu comprends. Oui, 100%. Évidemment, je pense qu'une des missions de l'enseignant de français en particulier, c'est de transmettre un intérêt, une passion pour la lecture, hein, qu'on espère qui va demeurer. Donc oui, je pense que l'enseignant doit en ce sens être exemplaire. Et ça, il y a beaucoup d'études à ce propos. Plus l'enseignant transmet une passion, plus il montre qu'il y a eu du plaisir en lisant le livre, pourquoi il l'a aimé, il y a davantage de chances que les élèves embarquent. Et souvent, c'est arrivé peut-être trop souvent dans nos études, on se fait garocher un peu un roman, on se fait pas trop expliquer pourquoi on lit, pourquoi c'est intéressant, et puis c'est ça. Donc finalement, ça tombe à plat en quelque sorte. Là. Donc oui, il faut que l'enseignant transmette sa passion, c'est super important. Là.
Ben voilà, fait que moi je me dis qu'avec des livres prescrits, tu sais, si on en met trop, puis je suis d'accord qu'il peut y en avoir là, certaines œuvres prescrites, puis que tout le monde devrait avoir lu ça, par exemple, mais ça veut pas dire que tout le monde va l'aimer non plus. Puis d'imposer un livre comme ça, ben, dans tous les cas, il va y avoir des lectures imposées, mais tu sais, de vraiment de ramener, tout le monde doit lire cet ouvrage-là. C'est une chance de diviser, moi j'ai l'impression, bien des gens, bien des jeunes qui n'aiment pas la lecture de base, puis qui vont se dire, ah ben là, on me fait lire ça, puis j'aime pas ça. Tu sais, tandis que vraiment l'élément passion d'un professeur, pour moi, c'est un avantage, là. C'est un argument parce que un prof qui va devoir relire un peu, là, puis encore une fois, je suis pas enseignant, là, puis contredis-moi, David, si je me mets un doigt dans l'œil, mais un prof qui ne croit pas tant que ça, qui aime pas tant que ça, même le livre qu'il enseigne, c'est quoi les chances que ça soit passionnant pour l'élève par la suite de faire ça? Puis j'en ai un, moi, exemple là, de mon secondaire dont je me souviens. On avait lu le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre contemplatif, un peu philosophique. Puis un de mes coéquipiers, collègues, posait plein de questions à la prof. C'était comme, mais il me semble, ce livre-là, c'est ça, je trouve ça bizarre, puis ça, je trouve ça bizarre. Puis la prof était incapable d'argumenter avec l'élève parce qu'elle faisait juste répéter sans cesse mot à mot ce qui était écrit dans son cursus scolaire puis qu'elle n'était pas capable de le convaincre de ci, de ça. Finalement, c'est devenu un livre que cet élève-là a détesté. Puis j'ai peur que ce soit ça si on se met à imposer des livres ou des œuvres classiques, je sais pas. Oui, c'est sûr, c'est un risque. Je pense que les enseignants, tu sais, oui, il faut préserver l'autonomie enseignante, mais en même temps, je veux dire, les profs de maths n'ont pas à décider quelle fonction mathématique ils vont présenter à leurs élèves puis s'ils ont une fonction préférée. Je comprends que c'est pas exactement le même principe, là. C'est pas le même principe, là. On s'entend, c'est pas un livre, là. C'est pas une je veux dire, tu peux être passionné par rapport aux mathématiques, mais une œuvre, c'est différent d'une réalité mathématique très empirique. Oui, tout à fait. Mon argument, c'est davantage de dire, ben, je veux dire, le programme impose beaucoup plus de choses dans les autres matières. En français, pour moi-même enseigner le français, là, on a énormément de liberté. Moi, je trouve qu'on a trop de liberté. Bien honnêtement, je trouve qu'on devrait davantage nous imposer de choses. À nouveau, il y a quand même 5 œuvres qui sont obligatoires à lire. Donc, s'il y en a une qui est imposée et le reste, on a un peu plus de flexibilité, ben, je pense qu'on peut partir de là quand même. Moi, j'ai même une proposition supplémentaire à ça. Je m'inspire notamment c'est Louis Cornelier qui écrit dans Le Devoir, qui avait déjà parlé un peu de ça, qu'on devrait multiplier les lieux communs de la culture, hein, parce qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de lieux communs, de moins en moins de choses qu'on partage avec nos grands-parents, notamment, hein, parce que justement, avec les algorithmes, on le sait comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Et bien, il y avait cette idée-là que, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais à chaque début d'hiver, à chaque heure, par exemple, je sais pas, à 10 heures, dans toutes les écoles du Québec, on fait jouer Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver de Gilles Vigneault. Donc, on pourrait multiplier ce type de ce petit moment de lieu commun et on se dit, à tel moment dans l'année, tout le monde écoute cette chanson-là. Il y a comme une forme de tradition qui se perpétue, il y a une transmission aussi de la connaissance, de la culture. Ouais, c'est intéressant. Je pense qu'on en a besoin, particulièrement en termes de culture québécoise. Là-dessus, on va être d'accord, David, c'est absolument certain. Je pense que l'école doit avoir son rôle de transmettre ça, d'être capable de montrer des œuvres québécoises, de montrer des produits de notre culture et de notre histoire. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, t'as raison, peut-être qu'il y a trop de liberté. Peut-être qu'il y a un juste milieu qui doit être à amener. Je pense que c'était une critique qui pouvait être faite, entre autres, de l'ancien défunt cours d'éthique et culture religieuse, qui va devenir le cours de citoyenneté là, des Québécoises. Ça va être différent. J'ai hâte de voir comment ça va être enseigné. Mais le cours d'éthique et culture religieuse, moi, c'était une des plus grandes critiques que j'exprimais de ce cours-là. C'est que c'était entièrement remis dans les mains du professeur. Si tu avais un bon prof d'éthique et culture religieuse qui voulait t'intéresser au débat, aux enjeux de société, qui voulait t'apprendre à être capable d'avoir une pensée critique, c'était le meilleur cours que tu ne fais pas avoir. Si tu avais un mauvais prof ou un prof qui décidait de faire à peu près n'importe quoi dans le programme, je me souviens d'avoir fait, puis je m'excuse, je ramène ça beaucoup à mes expériences vécues parce il n'y a pas si longtemps que j'étais dans ce système d'éducation. On m'a fait faire des animaux totems. Des bricolages en secondaire 5. J'avais 16 ans, j'étais hors de moi qu'on me fasse faire ça. Puis j'étais en opposition à ce cours-là. J'étais tellement frustré. Puis j'étais pas tout seul à ce moment-là. Puis pour moi, t'as raison qu'il y a des cours qui doivent avoir un cursus commun bien enseigné.
en même temps, il y a peut-être moyen de couper la poire en deux puis d'avoir là, vraiment un peu de tout puis un peu de passion aussi du professeur puis de sa couleur. Ouais, je veux pas aller trop en profondeur sur les débats pédagogiques, mais depuis la fameuse réforme du début des années 2000, il y a ce qu'on appelle l'approche par compétences. Et donc justement, c'est donc le but, c'est d'avoir des compétences plus génériques, de moins transmettre de connaissances, tandis qu'avant, on transmettait davantage de connaissances. Et puis, donc aujourd'hui, par exemple, dans le cours ECR, on aborde des thèmes généraux, notamment l'autonomie, la liberté, les questions fondamentales. Mais ça, c'est ultra large. L'autonomie, tu peux aborder ça de mille et une manières différentes. Donc, ça donne, à nouveau, moi, c'est vraiment ma thèse, les enseignants ont trop de liberté, trop d'autonomie, à mon sens. Ça prend davantage de balises. Trop, c'est comme pas assez. Hein. Oui, puis ça peut, j'imagine, faire en sorte que certains enseignants se perdent aussi, j'imagine. Là, t'as trop de liberté, ben, tu sais pas exactement où t'en aller. Peut-être que ça peut te nuire même dans l'élaboration de ton programme de ne pas avoir assez de balises. Bah, comme tu le dis, trop, c'est comme pas assez. On va peut-être pas refaire le système d'éducation ce matin, David, mais c'est une réflexion intéressante, celle-là, sur les œuvres classiques. Merci, David. C'est bon, salut.